Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Jean-Marc Sabatier. Bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur Bonjour de recherche au CNRS, Jean-Marc Sabatier. Pour vous présenter, vous êtes docteur en biologie cellulaire et microbiologie, habilité à diriger des recherches en biochimie, spécialiste des vaccins et thérapies à base de protéines modifiées. Et vous êtes aussi rédacteur en chef de plusieurs revues scientifiques internationales. Vous venez de publier un livre, plus qu'un livre, est-ce que l'ouvrage fait près de 500 pages aux éditions Très Daniel, Covid long et effets indésirables du vaccin, les mécanismes biologiques et les traitements prometteurs. Alors c'est d'ailleurs la première question que je voulais vous poser parce qu'à la surprise générale, il y a eu tout un débat au moment de la vaccination quasi obligatoire sur les effets indésirables du vaccin. Ont été traités de complotistes ceux qui s'interrogeaient. Et puis depuis quelques mois, dans le monde entier, sauf en Europe, particulièrement en France, il y a des procès, il y a des études scientifiques qui montrent que finalement, il y a des effets indésirables. C'est ce que vous démontrez avec des sources voilà, sur ce vaccin. D'abord, je vais vous poser une question plus générale. Comment expliquez-vous la gêne ou l'omerta qu'il y a sur ce sujet, particulièrement en France ? Oui, c'est assez incompréhensible. Vraiment, la France est un des pays phares, disons, pour la vaccination anti-Covid, avec certains pays comme le Canada, notamment. C'est assez incompréhensible parce que normalement, avec toutes les données qu'on a actuellement et qu'on a déjà depuis longtemps, toutes les injections vaccinales, entre guillemets, ARN messager auraient dû être stoppées de très longue date. Ne serait-ce que déjà en décembre 2023, avec la publication d'un article dans Nature, qui est une revue scientifique de très haut niveau, qui montre clairement que les dérivés de nucléotides qui ont été utilisés dans les vaccins ARN messagers, donc de Moderna et de Pfizer, qui sont en fait des dérivés méthyl-1-pseudoéridine, conduisent en fait à la production de protéines aberrantes qui n'ont strictement rien à voir avec la protéine spike. Et comme le système immunitaire peut se mobiliser aussi contre ces protéines, en cas d'immunité croisée, à ce moment-là, ça peut avoir des effets délétères très importants. Et en fait, ces vaccins n'auraient jamais dû être mis sur le marché. Moi, je parle de vaccins, mais en fait, ce sont des thérapies géniques. Et en fait, ce sont même pas des thérapies géniques, parce que dans le mot thérapie génique, il y a thérapie, et là, il n'y a pas de thérapie du tout. C'est-à-dire qu'il y a des effets délétères qui sont flagrants. On le voit bien avec tous les rapports de Baer, Cedra-Vigilance, qui montrent qu'il y a une explosion de tas de pathologies, que ce soit des pathologies cardiovasculaires, neurodégénératives, gastro-intestinales, de l'auto-immunité, des cancers. Voilà. Alors ça c'est pour la partie effet indésirable. Comment on entend parler justement de cancer, de fatigue extrême, de problèmes respiratoires, cardiovasculaires? Est-ce que ce sont des faits divers que finalement, je vais dire les milieux complotistes, présentent comme des trophées, donc ça veut dire que ce serait marginal, ou est-ce qu'il y a vraiment un vrai phénomène d'inquiétude au niveau de la population mondiale, Jean-Marc Sabatier? Ah oui, non, il y a réellement un vrai problème. Ce ne sont pas des cas isolés. Il y a vraiment une explosion d'effets secondaires suite à ces injections vaccinales anti-SARS-CoV-2. Alors, en fait, c'est très simple, c'est que tous ces vaccins sont basés sur la protéine spike du virus SARS-CoV-2. Enfin, la protéine spike du virus SARS-CoV-2 est légèrement modifiée dans les vaccins ARN messagers. En position 986, 987, ils ont substitué 2 acides aminés par rapport à la protéine spike naturelle du virus SARS-CoV-2. Et donc, ce qui a été montré, c'est que cette protéine spike était pathogène en elle-même. C'est-à-dire qu'on parle même de spikeopathie, c'est-à-dire de pathologies qui sont induites par la protéine spike. En fait, cette protéine spike modifiée, vaccinale, elle a un gros problème, c'est qu'elle est capable de reconnaître son récepteur, le récepteur qui est ciblé par le virus dans l'organisme humain. Alors, ce récepteur, il s'appelle ECA2, c'est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, et c'est un récepteur qui, normalement, transforme l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Et ce qui se passe, c'est lors d'une infection naturelle ou lors d'une injection vaccinale, cette protéine spike virale ou vaccinale peut se fixer sur le récepteur ECA2 et se fixe sur le récepteur ECA2
Et comme la fonction du récepteur ECA2 n'est pas d'être reconnue par la protéine spike du virus, mais elle est de dégrader une hormone qui est l'angiotensine 2, et ben la fixation de cette protéine spike va conduire à une augmentation donc de la proportion de protéines d'angiotensine 2, et cette angiotensine 2 en excès va suractiver un récepteur qui s'appelle AT1R et qui est très délétère, puisque ce récepteur très délétère, il a plusieurs effets, notamment il est pro-inflammatoire, il va être pro-hypertenseur, il va être pro-angiogénique, pro-thrombotique, pro-oxydant, pro-hypoxémique, pro-hypoxique, pro-fibrosant, pro-hypertrophiant, et il fait chuter le monoxyde d'azote. Et tout ça, ça va conduire à des tas de pathologies neurodégénératives, gastro-intestinales, cardiovasculaires, de l'auto-immunité aussi, et des cancers. Et c'est ce qu'on avait décrit avec mes collègues chinois du laboratoire de virologie de Wuhan. On avait publié très tôt un article, c'était un article qui a été soumis en mars 2020 et qui a été publié donc en avril 2020, et dans lequel en fait on a décrit le dérèglement de ce système physiologique, qui est le système rénine-angiotensine, qui est dérégulé dans le cas des injections vaccinales ou d'une infection. Et ce système dérégulé est responsable de tas de pathologies qu'on avait anticipées, puisqu'on connaissait les pathologies qui étaient associées au dérèglement du système rénine-angiotensine qui est ubiquitaire. Et ben, on avait pu citer un certain nombre de pathologies que l'on connaît maintenant et qui sont réellement des pathologies Covid. Mais à l'époque, elles étaient inconnues. Je peux vous citer par exemple les thromboses, les coagulopathies, les atteintes nerveuses. Il y a des explosions de troubles nerveux, aussi bien des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, des démences, des crises d'épilepsie. On retrouve bien sûr toutes les inflammations au niveau des organes du corps humain. Celles qui font le plus parler d'elles, bien sûr, ce sont les myocardites et les péricardites, qui sont très dangereuses parce qu'elles sont responsables d'une mortalité assez élevée. Et toutes ces pathologies, on les a décrites, nous, très très tôt, en signalant qu'il y avait un dérèglement du système rénine-angiotensine. Et à l'époque, toutes ces injections vaccinales auraient dû être stoppées, voyez, parce que c'était déjà connu de longue date qu'il y avait un problème avec les composés qui sont utilisés dans ces vaccins. Il y a une toxicité directement de l'ARN messager à cause de la présence justement de ces méthyle-1-pseudoéridine. Et puis, il y a une toxicité aussi qui est liée aux nanoparticules lipidiques qui sont utilisées dans ces vaccins à ARN messager anti-Covid, justement, pour permettre une vectorisation, en fait, des ARN messagers à l'intérieur des cellules, là où elles vont pouvoir être traduites par la machinerie cellulaire, par les ribosomes, pour fournir de la protéine spike vaccinale. Voilà, on avait soulevé tous ces problèmes, et l'importance également de la vitamine D, ce qui n'a pas du tout été écouté, il n'y a pas eu du tout de répercussions à l'époque. Ce que vous dites, des personnalités imminentes, je vais en citer, voilà comment elles ont été traitées dans les médias institutionnels français. Le professeur Montagnier, avant sa mort, l'avait dit. On a rétorqué dans les médias institutionnels que c'était un pauvre homme gâteux qui avait perdu la tête. Professeur Perron a dit ça. On a dit aussi il a perdu la tête, ou il est alcoolique, ou ceci ou cela. Alexandra Ariancourt, généticienne, s'est faite qualifier pratiquement de folle dingue, notamment par ce qu'on appelle les débunkers de l'info. Voilà où en est l'état de l'information en France. Ah oui. Et maintenant, des chercheurs éminents et dans le monde entier disent ce que ces personnalités ont dit. C'est attristant. Oui, c'est très attristant. Là, en fait, ces vaccins, entre guillemets, ils n'ont pas suivi les procédures normales. Normalement, ils n'auraient jamais dû être injectés comme des vaccins. Là, je parle des injections vaccinales à ARN messager, puisque c'est clairement de la thérapie génique. Alors, ils ont changé l'appellation justement de ces injections en les faisant passer en injection vaccinale, parce que ça permettait d'éviter tout un tas de tests. Auparavant, des tests de demi-vie, de dégradation, de biodistribution, de tératogénicité, etc. Enfin, il y a toute une série de batterie de tests qui normalement est obligatoire pour les vaccins. Enfin, pas pour les vaccins, justement pour les molécules comme les molécules utilisées en thérapie génique ou pour les médicaments. Et là, en le faisant passer justement en injection vaccinale, ça permet de s'affranchir de tous ces tests qui étaient indispensables.
Et c'est pour ça qu'il a été développé vraiment à la va-vite, parce que le vaccin ARN messager anti-Covid, il a été développé en 6 mois. Normalement, pour une mise sur le marché d'un vaccin, il faut compter une dizaine d'années. Vous voyez, il n'y a jamais aucun vaccin qui a mis si peu de temps pour être utilisé à grande échelle. Hein. Votre livre est intéressant, on va essayer d'être optimiste maintenant. Jean-Marc Sabatier, pour tous ceux qui ont eu cette vaccination, quel est leur avenir? Voilà. Que peut-on faire? Puisqu'il y a une autre partie du livre qui parle de traitement prometteur. Oui, alors en fait, si vous voulez, la protéine spike vaccinale a la capacité de reconnaître le récepteur ECA2. Hein. Ça a été démontré, ça a même été décrit dans des documents de Pfizer, où ils ont vu que la protéine spike vaccinale était capable de reconnaître le récepteur ECA2. Et la toxicité vient en grande partie justement de cette reconnaissance du récepteur ECA2, hein, puisqu'il dérègle le système rénine-angiotensine, qui est extrêmement important parce que c'est lui qui fait fonctionner entièrement le corps humain. Hein. Il est responsable de toutes les fonctions autonomes, rénales, cardiovasculaires, pulmonaires. Il contrôle les immunités innées et les microbiotes. Alors, ce qui se passe, c'est pas toutes les personnes, bien sûr, qui ont reçu les injections vaccinales, qui ont des problèmes de santé, parce qu'on a un système de régulation du système rénine-angiotensine. Si vous voulez, la protéine spike, elle va activer un récepteur, elle va suractiver un récepteur qui s'appelle AT1R, qui appartient donc au système rénine-angiotensine, et c'est ce récepteur suractivé qui est délétère. Et donc, notre organisme possède en fait un système de régulation négatif du système rénine-angiotensine. Donc, on connaît un certain nombre de récepteurs, voilà, MAS-R, MRGD, AT2R, AT4R, ce sont des récepteurs qui font l'inverse d'AT1R et qui freinent la suractivation du système rénine-angiotensine. C'est-à-dire que ces récepteurs ont un effet bénéfique. Et c'est pour ça que ce ne sont pas toutes les personnes injectées qui souffrent d'effets secondaires. C'est parce que le corps étant bien fait, il a un système de régulation qui permet de freiner la suractivation du système rénine-angiotensine. Et puis, ça dépend également du statut en vitamine D. Par exemple, les gens qui font des formes un peu délétères sur les injections vaccinales, sur les infections, très souvent, ce sont des personnes qui sont carencées ou insuffisantes en vitamine D, parce que la vitamine D agit directement sur le système rénine-angiotensine, et notamment, c'est un inhibiteur de la rénine, qui est une enzyme qui transforme l'angiotensinogène en angiotensine 1, qui est le précurseur d'angiotensine 2, qui est très délétère lorsqu'elle est en excès. Alors, pour les personnes qui ont reçu des injections vaccinales et qui vont mal, la première chose à faire, c'est de se supplémenter fortement en vitamine D. L'idéal, c'est d'avoir un taux plasmatique de vitamine D qui est compris entre 50 et 80 nanogrammes de calcidiol par millilitre. Vous savez, le calcidiol, c'est la forme circulante de la vitamine D dans le sang. C'est la 25-hydroxyvitamine D3. Et il est très important d'avoir un taux correct de vitamine D plasmatique, notamment de calcidiol plasmatique, parce que lorsque le taux est très bas, c'est là qu'on fait des formes justement très délétères et qu'on peut faire des tas de pathologies qui sont liées à un dérèglement du système rénine-angiotensine. Donc toutes les pathologies que je vous ai citées dépendent du dérèglement du système rénine-angiotensine. Donc il faut veiller à avoir un taux élevé de vitamine D, entre 50 et 80 nanogrammes de calcidiol par millilitre. On peut monter jusqu'à 100 nanogrammes de calcidiol par millilitre, notamment lorsqu'on a des formes sévères, des cancers, des maladies auto-immunes, etc. Alors, il faut que ça s'accompagne d'une prise de magnésium, c'est à peu près 300 mg de magnésium par jour. Ce magnésium est très important et doit être pris avec la vitamine D, parce qu'il y a environ 8 personnes sur 10 qui sont déficientes en magnésium. Et le magnésium est très important, déjà parce qu'il intervient dans des tas de réactions métaboliques, mais en plus, c'est un cofacteur des coenzymes qui vont transformer la vitamine D qui est inactive en calcitriol, qui est la forme bioactive de la vitamine D. Donc ce magnésium est complètement indispensable. Et puis, il faut aussi prendre du zinc, à peu près 25 mg de zinc, c'est-à-dire entre 10 et 40 mg de zinc, parce que le zinc est très important également, parce que c'est un cofacteur en fait de métalloprotéase à zinc, et c'est aussi un facteur de transcription qui sont activés par la vitamine D et qui permettent donc la production de certaines protéines qui sont très importantes pour un bon fonctionnement du corps humain. Voilà. Et également, l'idéal, pour pas faire des formes sévères ou en cas de Covid long, l'idéal aussi, c'est de prendre des antioxydants.
Alors, les antioxydants principaux, ça va être la vitamine C, hein, ça va être l'acide ascorbique, qui va être très protecteur. En cas de problème sérieux, il faut prendre entre 2 et 4 grammes de vitamine C par jour, en tout cas pendant un certain temps, pour contrebalancer en fait les effets délétères justement des radicaux libres qui vont être produits lors de la suractivation du système rénine-angiotensine, hein, qui active une enzyme qui s'appelle une NADPH oxydase qui produit des particules réactives de l'oxygène, qui sont soit des radicaux libres, soit des précurseurs de radicaux libres. Et il faut prendre idéalement aussi un autre type d'antioxydant qui est un antioxydant qui a des propriétés redox, et c'est soit le NAC, le N-acétylcystéine, soit le glutathion qui a un tripeptide antioxydant. Et là, on est assez bien armé en fait pour lutter contre des effets délétères qui pourraient être induits soit par une injection vaccinale, soit par une infection naturelle. Alors, il y a d'autres composés qui peuvent être rajoutés dans des formes plus ou moins sévères, par exemple de la taurine. Vous pouvez rajouter, par exemple, une supplémentation de 1 gramme de taurine, une supplémentation en oméga 3, généralement ce sont des gélules de 2 grammes. Vous pouvez rajouter aussi une supplémentation en iode. Souvent, on peut prendre des petits cachets d'iode qui sont dosés généralement à 400 microgrammes, mais on peut prendre jusqu'à 2 milligrammes par jour d'iode. On peut prendre aussi un complexe de vitamine B. On peut prendre de la vitamine A qui va gérer l'homéostasie du fer. Voilà. Et il est important aussi de se supplémenter en vitamine K2, notamment lorsqu'on a une supplémentation en vitamine D, parce que la vitamine K2 gère l'homéostasie du calcium. Et quand on prend des fortes doses de vitamine D, un effet secondaire qu'on peut avoir, lorsque les concentrations donc en calcidiol dépassent les 150 nanogrammes de calcidiol par millilitre, on peut avoir un dépôt de calcium sur les tissus mous et donc l'apparition de calcul au rein. Et la vitamine K2 qui gère l'homéostasie du calcium permet justement d'éviter ces dépôts de calcium sur les tissus mous, donc d'éviter certains effets secondaires d'une hypervitaminose D qu'il est quand même très difficile à atteindre. Voilà. Alors, c'est passionnant, Jean-Marc Sabatier. Je rappelle pour les auditeurs que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Mais si je vais voir mon médecin traitant lui expliquant cela, actuellement, je le dis, je n'ai pas d'études statistiques, mais c'est ce que j'entends autour de moi. 70% ou 80% de nos médecins traitants vont nous répondre c'est faux, faut croire en la science, ce sont des énergumènes, oui, on vous le dit encore, voilà. Et beaucoup de gens ont encore confiance en leur médecin de famille. Oui. Ben, c'est un peu le problème, c'est que justement, il faut croire en la science. Et la science, elle n'est pas du tout en faveur des injections vaccinales, notamment ARN messager. La science dit qu'il ne faut pas les utiliser, justement. Donc, ces médecins, en fait, ils suivent la doxa, c'est-à-dire qu'ils suivent les propos des autorités sanitaires de l'OMS, mais là, ce ne sont pas des propos scientifiques. Hein. Il y a beau avoir eu 2 prix Nobel consécutifs cette année et l'année dernière basés sur les ARN. Je rappelle que l'année dernière, c'était Drew Weissman et Catalina Carico qui ont eu le prix Nobel justement pour avoir travaillé sur les vaccins ARN messagers, notamment sur les dérivés nucléotides, dont la méthyle-1 pseudo-uridine, justement, qui est utilisée dans les vaccins Pfizer et Moderna. Et cette année, il y a eu Ambros et Rufkun qui ont eu le prix Nobel pour les micro-ARN. Les micro-ARN, c'est différent, hein, ce sont des ARN qui vont se fixer sur une région 3' des ARN messagers pour neutraliser leur activité, soit pour qu'ils soient dégradés, soit pour bloquer la traduction des ARN messagers en protéines, notamment en protéines spike pour les vaccins anti-SARS-CoV-2. Mais toutes les données actuelles scientifiques montrent que ces approches vaccinales ARN messagers ne sont pas du tout au point, bien que ce soit étudié depuis les années 80. Notamment, il était déjà décrit bien avant les injections vaccinales, hein, donc début 2021, bien avant ces injections vaccinales, il était déjà décrit qu'il y avait des problèmes avec les dérivés méthyle-1 pseudo-uridine et qui conduisaient à la production de protéines aberrantes avec des mutations ponctuelles en fait de résidus ou carrément la fabrication de protéines chimères. Donc ça a été déjà démontré. Donc normalement ces dérivés n'auraient jamais dû être utilisés dans des approches vaccinales pour des vaccinations de masse.
Les nanoparticules lipidiques, c'est la même chose. Hein. On sait qu'elles sont toxiques. Donc ces nanoparticules lipidiques, elles sont utilisées aussi bien dans les vaccins Moderna que Pfizer. Hein, le Moderna, c'est le Spikevax, et le Spikevax, c'est le Pfizer-BioNTech, c'est le Comirnaty. Il a été démontré déjà que ces nanoparticules lipidiques sont toxiques. Alors les nanoparticules lipidiques qui sont utilisées dans ces vaccins, ce sont des phospholipides qui, eux, ne sont pas toxiques, le cholestérol qui n'est pas toxique, mais par contre, on utilise des lipides cationiques et des lipides pégylés qui, eux, justement, posent des problèmes, hein, parce qu'ils sont captés par tous les organes. Hein. Ça veut dire que, en fait, la production de protéines spike à partir de ces vaccins, elle se fait pas dans le muscle deltoïde, hein, contrairement à ce qui a toujours été dit. Elle se fait partout dans le corps humain parce que en fait, ces nanoparticules lipidiques qui incluent les ARN messagers peuvent être captées par plein de types d'organes, y compris les organes reproducteurs. Ça a été démontré. Voilà, donc il y a vraiment une toxicité importante qui est due à ces injections vaccinales et il faut éviter les rappels vaccinaux parce que en fait les effets délétères s'ajoutent. C'est-à-dire que ça semble être une évidence. Les injections vaccinales et plus c'est dangereux, plus ça dérégule le système rénine-angiotensine et il y a un moment où il n'arrive plus à réguler cette suractivation du récepteur AT1R qui est délétère et à ce moment-là, c'est là que la personne part en vrille, hein, c'est-à-dire qu'il y a des sérieux problèmes de santé et peut faire un Covid long plus ou moins sévère. La bonne nouvelle, c'est qu'avec de la vitamine D et du magnésium, voilà, on peut réussir à s'en sortir si on a été vacciné. Oui, alors ça va dépendre, je veux dire, de l'état général de la personne et puis l'état d'avancement aussi des pathologies. Hein. C'est-à-dire que la vitamine D et le magnésium ne peuvent pas résoudre tous les problèmes en cas de Covid long très sévère. Donc ça va dépendre des personnes, parce que vous savez, le système rénine-angiotensine. La personne qui a un Covid long, on va lui dire, va faire ta 5e dose ou ta 6e dose, justement parce que tu as un Covid long. C'est justement ce qu'il faut pas faire. C'est ce que disent beaucoup de médecins, c'est-à-dire attention, vous êtes très sensible parce que vous avez déjà des problèmes, donc c'est très important de recevoir une injection vaccinale supplémentaire, autrement vous allez faire des formes mortelles, etc. C'est tout l'inverse. Hein. Il faut surtout pas faire d'injections supplémentaires parce que ces injections s'ajoutent. Et le système de régulation du système rénine-angiotensine après est débordé et on le voit très bien parce que dans les associations de Covid long, on voit très bien que les personnes qui font les formes les plus sévères, les plus délétères, ont eu des signes annonciateurs lorsque c'est issu d'une injection vaccinale. Souvent, l'injection d'avant, il y avait des symptômes qui apparaissaient. Hein. Et là, quand vous avez déjà des symptômes qui apparaissent, il faut surtout éviter une injection supplémentaire parce que c'est là qu'on part en vrille. Hein. Et là, c'est pratiquement le cas toutes les fois. Hein. À tous les coups, on fait des formes très très sévères. Hein. Donc, ces vaccins ARN messagers ne sont pas des vaccins. Ils ne bloquent pas la transmission, ils bloquent pas l'infection. Donc, ils protègent pas de l'infection. Ils sont en eux-mêmes délétères. On voit bien, hein, parce qu'ils provoquent des inflammations, on voit bien les myocardites, les péricardites, on voit bien toutes les personnes qui ont des tas de troubles. Ce qui est plus grave, c'est qu'ils ont prévu à l'horizon 2030 de changer tous les vaccins actuels par des vaccins ARN messagers. Les vaccins Pasteur vont être remplacés par des vaccins... Voilà, c'est-à-dire tous les vaccins actuels, hein, il est prévu d'en changer à l'horizon 2030 près de 500. Dont 120 en médecine humaine et le reste en médecine vétérinaire. Et donc de remplacer tous les vaccins, y compris ceux qui posent aucun problème, ceux pour lesquels on a un recul de plusieurs décennies dessus et qui ont très peu d'effets secondaires, il est prévu de les remplacer par des vaccins ARN messagers. Alors, soit par des vaccins ARN messagers classiques, conventionnels, hein, bien qu'ils soient pas classiques, puisqu'en fait, ce sont les premiers vaccins ARN messagers qui ont été injectés avec les vaccins anti-Covid. Mais là, il y a toute une série de vaccins en développement qui sont des vaccins appelés auto-amplifiants ou transamplifiants, basés également sur des ARN messagers, et ceux-là sont encore pires que les vaccins conventionnels, ARN messagers. Ils développent des vaccins basés sur des points quantiques de graphène. Ces vaccins-là sont extrêmement délétères, hein, sont pas des vaccins. Hein. Oui, mais est-ce que le mouvement mondial auquel on assiste actuellement dans le monde entier, y compris chez des autorités de santé dans le monde entier, peut faire bloquer cela ? Là, oui, je pense que la donne est changée très récemment. Hein. Il faut savoir que
quand même, en fin 2023, le Japon a accepté le vaccin d'une société californienne qui s'appelle Arcturus Therapeutics, le premier vaccin anti-Covid auto-amplifiant. C'est-à-dire que la personne qui va recevoir cette injection va produire en permanence un complexe réplicase qui va copier l'ARN auto-amplifiant et qui va donc produire de la protéine spike. Donc c'est une espèce de système en fait où vous avez plus d'obligation d'injection, de rappel, puisque vous produisez en permanence de la protéine spike et du complexe réplicase. Ce qui se passe, c'est que là, avec la nomination par Trump de Robert Kennedy comme ministre de la Santé aux États-Unis, pour le prochain exercice, là, à partir du 20 janvier de 2025, là, ça va changer la donne, parce que lui, c'est le super complotiste, c'est vraiment la personne qui a bien compris, bien qu'il soit que avocat et pas un scientifique ou un médecin, en tout cas, il a bien compris que ces vaccins n'étaient pas au point et posaient des gros problèmes. Donc, c'est évident qu'il va y avoir des actions qui vont être prises pour pas que ces vaccins ARN messagers puissent être développés et surtout injectés en population de masse. Je pense que aussi les autorités sanitaires de régulation, l'OMS, le CDC, etc., la FDA, je pense qu'il va y avoir un grand ménage qui va être fait, notamment pour éviter qu'il y ait des personnes qui aient des conflits d'intérêts qui apparaissent dans les personnes qui vont prendre des décisions pour la mise sur le marché de ces vaccins. Ça, c'est clair, parce que vous savez, dans ces autorités justement de régulation pour la mise sur le marché de vaccins ou de médicaments, vous avez plus de la moitié des personnes qui ont des conflits d'intérêts, qui sont associées à des grandes sociétés pharmaceutiques. Et donc, évidemment, ça peut influer fortement sur les décisions qui sont prises. Et là, on sort des aspects scientifiques, parce que là, clairement, ces vaccins ARN messagers n'auraient jamais dû être utilisés chez l'homme, notamment en vaccination de masse. Si on se base uniquement sur les données scientifiques, il est clair que jamais ces injections n'auraient dû être faites. On est quand même à 3-4 ans. La docta disent que les complotistes sont anti-science, mais c'est tout l'inverse. C'est pas parce qu'il y a 2 prix Nobel qui ont été attribués sur le sujet que ça va dans le sens de la science, parce que c'est pas vrai du tout. C'est complètement faux. Et ils ont qu'à regarder de près les données scientifiques, et ils sont très surpris de voir que les données scientifiques ne sont pas du tout en faveur des injections vaccinales. ARN messager, en tout cas. Enfin, sommes-nous au début de cette affaire, ou sommes-nous maintenant à la fin de cette affaire sur le plan sanitaire et au début du règlement de compte juridique? Donc je mets bien 2 temps, c'est-à-dire que tous ceux qui devaient avoir des problèmes par la vaccination les ont eus, ceux qui n'en ont pas eu certainement n'en auront plus. Donc maintenant on va rentrer dans le juridique et dans le politique. Où sommes-nous encore dans le tâtonnement et au début de cette affaire sur le plan sanitaire, à savoir que des personnes vaccinées qui n'ont pas encore eu de problèmes ou de petites fatigues risquent d'avoir des problèmes dans les mois ou les années qui viennent. Vous voyez, il y a 2 parties dans cette question. Il est fort possible que des personnes qui ont été multi-injectées, qui n'ont pas eu de problème, fassent des problèmes ultérieurement. Multi-injectées, ça signifie 3, 4 ? Oui, ça dépend de personnes, ça peut être 3 injections, ça peut être 4, ça peut être 5. Il y en a qui reçoivent beaucoup d'injections et qui n'ont pas de problème. Alors, il apparaît aussi que les lots sont pas équivalents. C'est-à-dire que suivant les régions du monde, etc., suivant les numéros de lots, ils sont pas bioéquivalents. Ça a été démontré. Il y a des lots, par exemple, qui sont très riches en ADN, des fois jusqu'à 200 milliards de particules d'ADN qui sont retrouvées dans des flacons. Et donc, ça peut induire des tumeurs, surtout qu'il y a des portions d'ADN qui sont dérivées du promoteur SV40. Voilà, il y a des lots vraiment qui apparaissent très toxiques et d'autres qui apparaissent bien moins toxiques ou pas toxiques du tout. Donc, déjà, il n'y a pas une bioéquivalence du tout des lots. Alors, ça signifie que, contrairement à ce que disent les autorités sanitaires, c'est que des pathologies peuvent apparaître dans le temps. Parce que si vous avez un petit dérèglement du SRA, il peut vous provoquer une maladie auto-immune ou lancer une tumeur qui va mettre des mois, voire des années à apparaître réellement, à être détectée.
Ça peut être plus ou moins rapide, et c'est ce qu'on voit là. On voit de plus en plus d'effets secondaires qui apparaissent. Il y a de plus en plus de pathologies qui sont décrites chez les personnes. Donc l'affaire est loin d'être finie. Alors évidemment, plus on s'éloigne des injections, il le sait pour les personnes. Si on n'a pas fait d'effets secondaires les premières semaines, on a moins de chances d'en faire ultérieurement. Mais bon, c'est pas évident non plus. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des pathologies qui apparaissent de façon tardive. Voilà. Et puis il y a un autre problème, c'est est-ce qu'il y a une rétrotranscription et une intégration des ARN messagers vaccinaux dans le génome des cellules humaines. Les données scientifiques actuelles montrent que ça semble être le cas. Donc là, c'est un autre problème. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est très grave. Vous savez, dans le génome humain, on a jusqu'à normalement 17% du génome, ça monte jusqu'à 23% du génome si on compte des régions qui s'appellent les long terminal repeats, qui sont dans le génome humain, qui correspondent à de l'ADN qui provient de microbes, notamment de virus et de rétrovirus. Donc ça veut dire que c'est pas nécessairement parce qu'on a une information génétique qui est dérivée d'un microbe, ça va être très délétère, puisqu'il y a déjà une grosse partie de notre génome qui est complètement dérivée de microbes. Mais ça sous-tend qu'il y a quand même des risques. Les risques, c'est qu'il y ait effectivement cette intégration de l'information génétique qui va coder pour la protéine spike dans le génome humain. Et ça veut dire qu'il y a une possibilité qui n'est pas exclue que ce soit réactivé et qu'on produise de la protéine spike, c'est-à-dire qu'il y ait une transcription du gène qui va coder pour la protéine spike en ARN qui va être traduit en protéine spike. Parce que ce qui a été mis en évidence, c'est qu'il y a bien une rétrotranscription, c'est-à-dire une copie de l'ARN messager vaccinal en ADN monobrun, puis double brun, et qui a une intégration dans le génome. Ça a été déjà démontré in vitro par plusieurs groupes, des groupes américains, japonais, et c'est pas incohérent parce qu'on sait qu'il existe un système enzymatique humain endogène qui s'appelle LINE1, qui est capable de faire justement de la rétrotranscription. La rétrotranscription, c'est quoi? C'est une activité DNA polymérase ARN dépendante, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer de l'ADN à partir de l'ARN. Et là, jusque-là, on pensait que c'était vraiment réservé à certains rétrovirus, comme le HIV, avec une enzyme qui s'appelle la transcriptase reverse, qui est capable justement de copier l'ARN en ADN, mais on s'est rendu compte depuis déjà pas mal de temps qu'on a aussi un système endogène qui permet de faire cette rétroconversion et une intégration dans le génome. Et il a été démontré in vitro sur des modèles, sur des cellules, que lorsque l'on met certains types cellulaires en présence du vaccin Pfizer notamment, on peut détecter dans le génome des cellules qui ont été en contact avec le vaccin Pfizer des portions d'ADN qui correspondent à la protéine spike du SARS-CoV-2. Donc ça veut dire qu'il y a bien eu rétrotranscription et qu'il y a bien eu intégration, même si à l'heure actuelle on n'a pas retrouvé en fait toute la portion d'ADN correspondant à la protéine spike. Mais ça veut dire que ça existe. Et il y a des données aussi qui montrent qu'il pourrait y avoir une rétrotranscription, une intégration, y compris dans l'ADN mitochondrial. Voilà, donc c'est pas très rassurant, mais disons ça veut dire qu'il est urgent quand même d'arrêter ces injections qui sont très délétères. Là, je crois qu'on le sait depuis longtemps, et là ça a été bien mis en évidence, donc il ne faut pas qu'on parle d'anti-science pour les gens qui critiquent les effets délétères des vaccins, parce que là, c'est justement ne pas avoir regardé les aspects scientifiques de ces injections ARN messager. Surtout venant de votre part. Voilà, Jean-Marc Sabatier. C'est-à-dire que moi, en fait, si vous voulez, moi, je suis rentré au CNRS en 1989 sur une thématique de vaccins. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années avec justement le professeur Montagnier, avec l'Institut Pasteur. Donc, je suis pas vraiment spécialisé à fond sur les vaccins, puisque moi, je suis spécialisé en ingénierie des protéines, c'est-à-dire que je trafique les molécules au CNRS. Je fabrique des molécules, j'ai fabriqué des morceaux de virus, j'ai fabriqué des morceaux de VIH, j'ai fait des gains de fonction aussi. Donc, disons que je sais de quoi il s'agit. Alors, il faut noter quand même quelque chose de très important, c'est que Donald Trump a nommé comme ministre de la Défense, il a nommé Kennedy.
Ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Oui, ce que je raconte, oui, ministre de la Santé. Donc, il a nommé justement Kennedy comme ministre de la Santé. Mais il faut savoir aussi que Trump avait nommé en 2017, quand il était donc président, c'est lui qui a autorisé les gains de fonction. C'est-à-dire que les gains de fonction sur les microbes étaient interdits et c'est lui qui a réhabilité justement l'habilitation. Il a réhabilité la possibilité de fabriquer de nouveau des virus mutants et de faire des gains de fonction dessus. Donc quelque part, il est aussi responsable de cet état de fait, hein, puisque selon moi, le virus SARS-CoV-2, il y a énormément de données qui montrent qu'il n'est pas, que c'est un virus qui a été trafiqué en laboratoire. Hein. Il y a beaucoup de données qui montrent ça. Je peux vous le détailler d'ailleurs. Il y a des données qui le montrent de façon formelle, hein. Des données scientifiques, notamment la présence d'un site furine entre les domaines S1 et S2 de la protéine spike. Il y a un site furine qui est en fait un site qui va être reconnu par une enzyme qui va couper donc la protéine spike, et cette coupure va être indispensable pour que le virus puisse infecter la cellule humaine, et l'introduction d'un site furine dans une protéine spike de coronavirus lui donne la possibilité d'infecter facilement des cellules humaines. Or, ce site furine qu'on retrouve au niveau de la protéine spike du SARS-CoV-2 est très particulier, puisqu'on ne le retrouve pas dans les autres microbes. Il est très particulier parce qu'un site furine normal, il suit une séquence consensus. Cette séquence consensus, ça va être R, X, donc ça va être R, un résidu d'arginine, X, un résidu quelconque, K ou R, c'est-à-dire une lysine ou une arginine, et puis une autre arginine. Et l'enzyme, la furine, va couper après la dernière arginine. Et là, dans la protéine spike du SARS-CoV-2, on retrouve un site furine, mais qui est complètement atypique. En fait, ce site furine, donc en amont, il y a une proline, et après, il y a R, c'est-à-dire arginine, alanine, arginine. Et il n'y a aucun microbe connu qui ont un site furine qui répond donc à cette structure primaire, sauf que ce site furine a été décrit dans un brevet qui a été déposé par Moderna donc en 2017. Et ils ont déposé un brevet sur un site furine. Ils ont déposé un brevet exactement sur 19 nucléotides qu'on retrouve à 100% dans la protéine spike du SARS-CoV-2. Donc ça sous-tend déjà que ce site furine, il n'est pas naturel, c'est-à-dire qu'il a été introduit par ingénierie en fait dans la protéine spike du SARS-CoV-2. Alors il n'y a pas que ça. Hein. Je voudrais qu'on termine, Jean-Marc Sabatier, parce que moi quand je vous écoute, je suis un peu terrifié. J'ai l'impression qu'on a fait des expérimentations génétiques, on a joué avec le génome humain en jouant avec des combinaisons artificielles qui ne sont pas des combinaisons humaines. Ce que je vais dire va peut-être choquer, mais on se souvient d'un fou qui s'appelait le docteur Mengele, qui faisait des expérimentations en bricolant, avec une scie presque, voilà, à foutre un bout de scotch sur un bras coupé, je caricature à peine. Mais ce sont des docteurs Mengele avec des outils du 21e siècle. En tout cas, ce sont, ils font des expérimentations qui sont pas du tout au point et qui devraient jamais être appliquées à l'homme. En tout cas, vraiment pas dans l'état actuel des connaissances, hein, parce que là, tout montre que ça doit pas être utilisé. Et ce qui est très dangereux, c'est qu'ils sont en train aussi de le développer pour la médecine vétérinaire, hein, c'est-à-dire injecter aussi des animaux avec des vaccins à ARN messager, etc. Donc là, c'est très problématique parce que après, évidemment, on se nourrit aussi de viande animale, etc. Et donc il y a un danger de contamination, hein, de transmission. Hein. Voilà. Et surtout lorsque la viande est peu cuite, etc. Enfin, il y a vraiment des gros problèmes. Là, on est en train de faire vraiment n'importe quoi. En tout cas, c'est extrêmement grave ce qui est fait actuellement. Hein.
Et c'est très dangereux. Hein. Et là, il serait temps que les gens réalisent que c'est très dangereux et que ça suit pas du tout la science. Hein. C'est sûr que les ARN et les ARN messagers, c'est quelque chose de spectaculaire. Je veux dire, on peut faire des tas de choses avec, sauf que c'est pas du tout au point. Et qu'il faudra des dizaines d'années avant de savoir si ça peut être réellement utilisé en médecine humaine. Alors, ceux qui sont les moins dangereux, bien sûr, ce sont les ARN interférents, c'est-à-dire les micro-ARN et les siRN, hein, c'est-à-dire les petits ARN interférents. Parce que ceux-là, ils sont utilisés pour justement bloquer la traduction, si vous voulez, des ARN messagers classiques. Donc ceux-là peuvent avoir un effet bénéfique, mais ce sont les seuls. Tous les autres sont pas au point. Peuvent avoir un effet bénéfique dans la mesure où ils vont bloquer la traduction d'un ARN messager et le cliver, mais ils posent aussi des problèmes, hein, parce que des ARN messagers, c'est hyper inflammatoire, hein, des ARN messagers. Donc c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on les met dans des nanoparticules lipidiques, c'est pour que le système immunitaire inné ne soit pas capable de bien les reconnaître et ne soit pas activé. Et puis ça permet bien sûr la vectorisation en fait des ARN messagers dans la cellule, là où ils vont pouvoir être traduits en protéines spike notamment. Merci. Oui. Mais il faut bien avoir conscience que c'est pas du tout au point. Là, c'est vraiment de la folie. Le livre s'appelle Covid long et effets indésirables du vaccin, avec Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS. Fougère, hein, j'allais le dire, Estelle Fougère, voilà, qui est journaliste scientifique. Avec Estelle Fougère. Voilà, qui est journaliste scientifique. Et voilà, c'est préfacé par le professeur Perron. C'est publié aux éditions Guittret Daniel. Et Jean-Marc Sabatier, merci du temps que vous m'avez consacré. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, docteur en biologie cellulaire et microbiologie. Vous êtes habilité à diriger des recherches en biochimie. Vous êtes spécialiste des vaccins et des thérapies à base de protéines modifiées. Merci encore, Jean-Marc Sabatier. Merci, et puis merci aux auditeurs.